Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Débat entre 11h et midi, comme tous les jours sur Sud Radio. Vous aimez, à tel point que vous êtes de plus en plus nombreux à appeler. En ce moment, nous battons des records, mais avec les événements, évidemment, de ces derniers jours, ça paraît évident. Vous avez plein de questions à poser, plein de remarques à faire, plein de témoignages à nous apporter. Ce n'est pas compliqué, 0826 300 300. Bien, ce matin, sujet du débat, le rôle des politiques. Sont-ils en partie, je dis bien en partie évidemment, responsables de l'embrasement de certains quartiers? Oui, non. Est-ce que certains politiques, de quelque bord que ce soit, jettent de l'huile sur le feu? Est-ce que ces surenchères politiciennes, participent je sais pas moi, à l'embrasement? Est-ce que certains politiques piétinent la justice, accusent ou exonère un peu vite, multiplie les propos incendiaires et ne propose que peu de solutions? Allez-y, vous réagissez, 0826 300 300. Il ne s'agit pas de mettre en accusation, il s'agit de poser des questions. Encore une fois, c'est ce que nous aimons. Pour parler de cela, nous avons deux responsables politiques. Pierre-Frédéric Billet, qui est maire Les Républicains de Dreux, en Eure-et-Loire. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Et Adrien Clouet, qui est député LFI de Haute-Garonne. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus. Pierre-Frédéric Billet, le président de la République reçoit 200 maires et élus à l'Élysée. Vous n'y êtes pas? Écoutez, j'irai courir juste après votre émission parce que je tenais à être présent avec vous. C'est un vrai sujet, un grand sujet. Et je serai un peu en retard, mais le président m'excusera. Je dirais que c'était pour Jean-Jacques Bourdin, donc il m'excusera. Oui, il me connaît, mais c'est bien parce que c'est pas pour moi, c'est pour celles et ceux qui écoutent. Bien entendu. C'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et nous allons voir, et je vous pose la question, est-ce que les politiques, quels qu'ils soient, sont en partie responsables de l'embrasement? Qu'en pensez-vous? Alors oui et non. Oui et non. Alors, sur le long terme, si on regarde objectivement les choses, depuis 2003, Jean-Louis Borloo a lancé l'agence de rénovation urbaine qui a été un grand succès. L'ANRU, le fameux ANRU qui, pendant 16 ans, sur le programme, a généré près de 50 milliards de travaux dans les quartiers, c'est-à-dire des rénovations, on rase, on reconstruit. Il y a des beaux résultats, mais l'accompagnement social n'est pas toujours au bon niveau. C'est-à-dire qu'on fait du bâti, on fait du dur, mais des fois l'accompagnement social n'est pas au bon niveau, ou des fois on s'est trompé aussi de programme. Donc l'ANRU 1, ce qu'on appelait l'ANRU 1, maintenant le NPNRU qui est l'ANRU 2, la deuxième phase, jusqu'en 2030, l'État remet à peu près 40 milliards d'euros sur la table, donc c'est quand même des grosses sommes, pour parfaire l'opération et faire des quartiers qui n'ont pas encore été réalisés. Alors ça, c'est le point positif. Il y a un accompagnement de la politique de la ville, ça c'est vrai aussi. Et en même temps... Donc là, les politiques ont joué leur rôle. Et sur le long terme. Les responsables politiques. Et sur le long terme, 20 ans aujourd'hui. Et donc ça, c'est bien. Ça veut dire que beaucoup d'argent... Oui, beaucoup d'argent. Ont été envoyés vers les quartiers. Exactement. On peut dire qu'à l'horizon 2030... Même si les services publics ont souvent disparu de certains quartiers. Alors... Oui et non, parce que... On a envoyé de l'argent, très bien, ça personne ne le conteste, mais parallèlement, les services publics, parfois, ont quitté ces quartiers. Alors, parfois oui, mais l'ANRU, l'agence, a demandé dans son règlement intérieur, pour être un peu technique, l'obligation de remettre des services publics dans les quartiers. Je vais donner un exemple chez moi à Dreux. On a une opération, la deuxième opération qui est une opération Dreux-Vernouillet de 160 millions d'euros. Et l'État, dans le programme, on l'avait fait, nous dit, il me faut des services publics, des transports, du commerce, de l'activité économique et un désenclavement du quartier pour le rattacher à la ville. Et ça, maintenant, l'État est très très précis là-dessus. Donc, on peut dire les politiques... C'est une politique à moyen terme, ça. C'est déjà une politique où on dédensifie, il y a moins d'habitants, on a des logements de bonne qualité, avec des réglementations thermiques qui sont nouvelles, et on remet du service public. C'est pas idéal, mais c'est quand même, ça va dans le bon sens. Adrien Clouet, je me tourne vers vous. Est-ce que les politiques sont en partie responsables de l'embrasement? Politique au sens large, de tout bord. De l'embrasement, non. Parce que personne ne le souhaite. Donc à partir du moment où personne ne le souhaite, personne n'en est comptable personnellement. En revanche, la question qu'il faut poser, c'est pourquoi ce type d'embrasement peut avoir lieu. Et il me semble qu'on doit se demander dans quelles circonstances, qu'est-ce qui a mené notre pays à voir un gamin se faire exécuter à 17 ans. Qu'est-ce qui fait
qu'on est le seul pays d'Europe où il y a autant de morts pour des refus d'obtempérer. Oui. Un exemple simple, c'est 1 par mois qui meurt en France depuis 1 an et demi, quand c'est 1 tous les 10 ans en Allemagne. Oui, mais Adrien Chloé, lorsque vous employez le mot exécuter, est-ce que vous ne précédez pas la justice? Comprenez ce que je veux dire? Attendez, je ne défends pas le geste du policier. Non, la justice dira, le policier pour l'instant est en prison, il a été mis en examen, l'enquête se poursuit, d'ailleurs, me semble-t-il, elle se poursuit dans de bonnes conditions. Et sérieusement, oui, tout à fait. Sérieusement. C'est bien pour ça que j'emploie un terme qui n'est pas juridique. Exécuter, c'est pas un terme juridique. Le terme juridique, c'est assassinat, c'est homicide, etc. Et moi, ça a un peu de sens aussi, c'est-à-dire que l'effet, c'est quoi? C'est qu'il y a un jeune homme de décédant qui est décédé, il y a une vidéo et c'est dramatique. C'est pas juste, il est décédé, il n'est pas tombé du toit. Mais je ne dis pas non plus un terme juridique, vous avez vu, je me mets au diapason. Et il y a une enquête en cours. Il a été tué. Il a été tué. Oui, c'est ça. Il a été tué par une arme à feu utilisée par un dans fonctionnaire de police. Circonstances la justice dira dans quelles circonstances. Après, il faut que chacun puisse s'expliquer. Le policier va devoir s'expliquer dans un contexte judiciaire. Voilà. Oui, mais il faut faire attention à pas juste individualiser en disant le policier doit s'expliquer. Il faut se demander pourquoi ce type de fait se produit en France plus souvent qu'ailleurs. Et s'il se produit plus souvent qu'ailleurs, c'est, me semble-t-il, qu'on a un problème à la fois dans le droit et les habilitations faites aux gardiens de la paix d'user du feu. Je pense qu'ils ont le droit de manière excessive d'en faire l'usage. Ils peuvent trop tirer. Il y a un problème de doctrine dans leur déploiement. Bon. Alors, et tout ça, c'est politique. Alors, Adrien Chloé, doctrine, donc vous remettez en cause notamment, vous n'êtes pas le seul, la loi du 28 février 2017. On est bien d'accord. Tout à fait. Que dit cette loi? Les agents de la police nationale peuvent faire usage de leurs armes de manière strictement proportionnée lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes des véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Voilà ce que dit la loi. Oui. Bon, c'est cette loi que vous contestez. Tout à fait. Mais pardon, lorsque je parle de responsabilité des politiques, nous sommes allés voir. Cette loi a été votée au Parlement. Est-ce que vous savez combien de députés étaient présents lorsque cette loi a été votée? Première lecture. Non, mais parce que la responsabilité des politiques, elle est peut-être là aussi. Première lecture, 40 votants. 40 votants sur 577. Seconde lecture, 21 votants sur 577. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques se désintéressent de ces questions. Aujourd'hui, vous contestez, vous protestez, mais par exemple, quelqu'un qui vous soutient, Olivier Faure, du Parti Socialiste, il l'a voté, cette loi. Oui. Mais vous il l'a voté aujourd'hui. Aujourd'hui, il la montre du doigt. Non, mais attendez, soyons quand même clairs. En janvier 2017, il y avait 0 député insoumis. Non, mais je parle pas. Non, mais c'est important de le dire. Pas personnellement. Ah oui. J'accuse. De toute façon, moi à l'époque, j'étais pas élu du tout. J'accuse pas, je souligne. Oui. La responsabilité de la classe politique. 17 voix pour, 4 voix contre. Mais je pense que beaucoup n'ont pas saisi à l'époque l'ampleur de ce qui se jouait. Mais c'est le rôle. Voilà. C'est votre rôle de saisir l'ampleur. Ah bah c'est ce que je suis en train de faire là, je suis avec vous en train d'en parler, je suis bien en train de saisir l'ampleur, on en parle aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des émeutes. On va pas me faire le reproche en janvier 2017 comme n'étant pas élu de ne pas siéger, ni aux membres de mon groupe qui n'étaient pas élus. On en parle parce qu'il y a eu des émeutes. Ah mais vous avez raison. Ah oui, et qu'il y a eu la mort d'un... Alors, ceci étant, vous aurez remarqué qu'on a fait campagne, nous, 2017 et 2022, en demandant déjà l'abrogation de cette disposition qu'on avait critiquée. Donc ça fait 6 ans qu'on demande que cette disposition disparaisse du droit, parce qu'elle nous semble dangereuse et que la réalité nous montre qu'il y a des gens qui en meurent tous les mois. Alors, on peut individualiser, comme vous disiez tout à l'heure, le cas présent. Simplement, le métier de policier et de gendarme, c'est un métier extrêmement compliqué. Je rappelle qu'il y a eu 700 policiers et gendarmes blessés durant ces 5 jours. Tout à fait. Il faut le souligner, 45 000, je ne sais pas si les gens se rendent compte, 45 000 effectifs sur le terrain, c'est historique et ça demande des annulations de congés, des impacts sur la vie de famille et des gens qui s'engagent vraiment pour essayer de remettre de l'ordre dans notre pays. Alors après, sur cette loi de 2017, moi non plus, je n'étais pas parlementaire, encore moins aujourd'hui, mais simplement 28 000 refus d'obtempérer, c'est aussi une réalité de notre pays. Comment fait-on? Moi, on peut faire des propositions parce que effectivement, utiliser une arme à feu, c'est toujours le cas le plus extrême qui doit être utilisé parce que c'est souvent un drame. Simplement, on peut aussi. J'écoutais Monsieur Cazeneuve hier sur une chaîne concurrente et qui expliquait qu'il avait mis en place toute une série de choses pour essayer de mettre des caméras, etc. Et il faut le systématiser. Il était Premier ministre à l'époque. Il était Premier ministre et
et il avait mis en place des caméras piétons, etc. Les syndicats étaient très résistants à l'époque, et puis finalement on trouve que c'est plutôt positif, il faut le systématiser. Et ensuite, pour arrêter une voiture, au lieu de sortir son arme de service, on peut avoir des moyens techniques pour bloquer une voiture. Il faudra qu'on se pose collectivement cette question, parce que les refus d'enterrer, c'est insupportable pour les policiers les gens honnêtes. Et sortir une arme... c'est dangereux. Et c'est dangereux. Et c'est très dangereux, parce qu'on peut écraser des gens. Les gens roulent vite en centre-ville. Donc c'est pas une question gentil-méchant, c'est une question de sécurité publique et de responsabilité. Il y a des moyens techniques, il faudra qu'on puisse les poser. Mais vous aurez remarqué que c'est pas la caméra piéton qui a permis d'avoir l'information. Non, mais c'est important. Vous avez raison. Mais imaginez que ces deux policiers aient porté une caméra piéton, on en saurait peut-être un peu plus sur les circonstances. Ah, mais c'est pas exclusif, ça serait très bien, effectivement. Mais on rappellera tout de même que le syndicat d'extrême droite de la police font un raffut pas possible dès lors qu'on discute du fait de pouvoir filmer ou de pouvoir avoir des images récoltées sur l'intervention policière. Les syndicats d'extrême droite sont pas majoritaires, et puis il y a plein de syndicats dans la vie, on pourrait parler de plein de choses, mais en tout cas, je pense qu'il faut être en responsabilité là-dessus, il ne faut pas faire de polémique, il y a un drame, je pense que tout le monde l'a ressenti, mais il faut avancer. Bien. 11h15, petite pause et à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h18. Alors, la responsabilité des politiques dans les émeutes qui viennent de nous concerner, bon, ça s'est calmé, mais peut-être que ça pourrait reprendre, malheureusement. Pierre-Frédéric Billet, qui est maire Les Républicains de Dreux, est avec nous, et Adrien Clouet, qui est député LFI de Haute-Garonne. D'abord, comment ça se passe à Dreux? Est-ce que vous sentez qu'il y a malheureusement une possibilité de reprise des... Vous savez, on n'a pas de la révolte, on n'a pas de boule de cristal, simplement. Non, mais c'est sûr. Mais simplement vous sentez bien votre population. Écoutez, ça fait 3 nuits que c'est extrêmement calme. Il y avait des forces de l'ordre, un dispositif un peu allégé. On reprend la vie à peu près normalement. Il y a eu de gros dégâts à Dreux. Il y a eu des voitures de brûlées, effectivement, les 2 premiers jours. Il y a eu un supermarché dans un quartier qui s'appelle Les Battes, quartier qui a été complètement isolé pendant 4 heures parce que les forces de l'ordre se sont retirées, ils ont brûlé des voitures, donc il a été pendant 4 heures à la merci de pilleurs, et donc le car a été pillé pendant 4 heures. Voilà. Messieurs, est-ce que vous avez conscience, oui, vous avez conscience parce que vous êtes encore plus au courant que moi de ce qui se passe dans notre société, vous avez conscience que tous les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui se sont retrouvés dans la rue en train d'incendier ou de saccager, finalement ils se moquent totalement de votre parole politique. Ils se moquent totalement des politiques. D'abord, ils n'écoutent pas, ils ne regardent pas. Et ils ne votent pas. Ceux qui sont en âge de voter vont pas voter. C'est vrai ou c'est faux, Adrien? Je pense que ça dépend des endroits. Non, c'est pas évident. Déjà, ce qui est quand même compliqué, c'est qu'on n'a pas un profil des participantes et des participants aux différents actes. Donc du coup, c'est compliqué d'en tirer une conclusion quelle qu'elle soit. Il y a des mineurs, il y a des majeurs. La moyenne d'âge des gens arrêtés, c'est de 17 ans. Oui. La moyenne d'âge. Moyenne d'âge 17 ans. Ce qui ne veut pas dire grand-chose non plus. Donc c'est compliqué d'en tirer des conclusions quelles qu'elles soient. En revanche, ce qui est clair, c'est que les émeutes urbaines, elles ne surgissent pas de manière aléatoire. Il n'y en a pas tout le temps. Et encore heureux. Elles surgissent dans des moments particuliers. Et une fois qu'on identifie... Exactement. Cette année. 2023, et donc, identifier ces moments particuliers, c'est comprendre ce qui les produit. Et dès lors, on peut soit se dire, on s'en fiche, on ne change rien et on laisse les gens dans leur situation au risque que ça se reproduise, ou alors on peut se dire, il faut une réponse politique à cette situation. Parce que c'est ce qu'on a toujours fait dans ce pays. Depuis les premières émeutes urbaines, enfin, il y avait ce 79 Vaux-en-Velin, mais on va dire 80, 90, voilà. Dès les années 80, à chaque émeute urbaine, il y avait une réponse politique. C'est-à-dire que le pouvoir en place disait, il y a un malaise, il y a un mal-être, il faut y répondre pour éviter que ça se reproduise. Je pense à 80, le quartier des Minguettes. Eh bien, c'est là qu'on a créé, par exemple, les classes ZEP. C'est là qu'on a lancé l'idée de la politique de la ville. Et on a ici une situation extraordinaire où le pouvoir nous dit « je ne vais rien changer, il ne se passera rien, il n'y aura pas de réponse politique ». Les émeutes, je ne veux pas exonérer le pouvoir, mais les émeutes sont terminées il y a 2 jours, enfin ça s'est calmé là, vous ne pouvez pas avoir de réponse immédiate. Jacques Chirac, je le rappelle, Jacques Chirac est intervenu au bout de 3 semaines seulement. Il a mis 3 semaines avant de réagir après les émeutes de 2005. Oui, mais 2005 était le tournant. C'est la première fois, avec Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, c'est la première fois en 2005, et c'est la ligne qui est maintenue jusqu'à aujourd'hui, et je le déplore, c'est la première fois qu'on dit il y aura une réponse uniquement
sur le volet sécuritaire pour maintenir la sûreté des personnes, éviter les dégradations. C'est pas le discours de Jacques Chirac. En 2005, c'est pas ça. Et Jean-Luc Mélenchon l'a brandi, le discours de Jacques Chirac. En 2005, les 15 premiers jours, c'est ça. Non mais attendez, c'est quand même important. En 2005, c'est la première fois que dans les semaines qui suivent le déclenchement des émeutes, on annonce une réponse uniquement policière et répressive. Et ensuite, Jacques Chirac désavoue Nicolas Sarkozy en annonçant le plan banlieue. Mais c'est la première fois 2005 que ça marche comme ça, parce que toutes les fois d'avant, de 80 à 2004 inclus, il y avait dès les premiers jours l'annonce qu'on allait rencontrer des gens, on allait avancer, on allait réunir les personnes qui réfléchissent au sujet pour avoir un débouché politique. Et c'est ce qu'on réclame, nous, aujourd'hui. Il y a une énorme différence entre 2005 et aujourd'hui. C'est en 2005, on a vu qu'il y avait une base de revendications où il y avait une structure intellectuelle de demande. D'ailleurs, beaucoup d'associations ont été créées à ce moment-là, nationales et locales. Et ça a été suivi par l'État, en réalité. Il n'y a pas que la réponse policière. Il y a aussi de l'argent qui a été mis pour aider les associations à se structurer. 2023, c'est Alain Bauer qui l'explique extrêmement bien et dit il n'y a pas de revendication précise. Il y a une sorte, en plus, de joyeuseté sur les réseaux sociaux à démolir, à brûler, etc. C'est très très surprenant et on n'arrive pas à définir une demande ou une ligne de force. Mais les émeutiers sont plus jeunes, vous l'avez dit. Tout à fait. Et évidemment, le monde a changé, notre société a évolué, elle est plus violente, c'est une société de consommation. J'ai été frappé quand même par... c'est le reflet. Quand vous avez les jeunes qui se précipitent chez Nike ou qui se précipitent chez Apple pour saccager... Des opportunités. Des opportunités. C'est le monde c'est la consommation qui est dans la rue. En 2005, c'était pas le cas. C'était pas ça en 2005. Évidemment, c'était pas ça. Et puis le rôle des réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, mais c'est absolument évident et incontrôlable. Bien sûr. Et absolument incontrôlable. D'ailleurs, quelle politique proposer? Alors pour pas contrôler, mais pour essayer de savoir, de mesurer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On entend beaucoup de choses en ce moment. Hein. Chacun essaye de tirer un peu la couverture à lui, selon son prisme, etc. Bon. Il y a beaucoup d'argent sur la table, déjà depuis très longtemps, sur la rénovation urbaine. Il y a de l'argent sur la politique de la ville. Il y a les services publics qui reviennent globalement quand même dans les quartiers. Il y a une distorsion des investissements malgré tout entre, par exemple, la Seine-Saint-Denis et la région parisienne, les Yvelines, etc. On le sait, les chiffres, la Cour des comptes l'a expliqué. Simplement, il faut dépoussiérer notre logiciel sur la politique de la ville, de rénovation. Comment on appréhende ces quartiers est complètement obsolète. L'État, je vois bien la discussion que j'ai avec l'État, avec les ministères, c'est complètement obsolète. Ils ont des poncifs dans la tête, ils ne connaissent pas la réalité de terrain. Il faudra de toute manière mettre ça sur la table, pas forcément avec plus d'argent, mais mieux utiliser et faire confiance aux acteurs locaux. Bien. Nous allons prendre Olivier, un de nos auditeurs, qui est à Beaucaire, dans le Gard. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Allez Olivier. J'étais dans ma voiture, je me suis arrêté parce que j'ai entendu des trucs qui me conviennent pas. Alors allez-y, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, j'ai trois choses. On a critiqué, on a dit que les Allemands, il y avait beaucoup moins de tirs, en réalité. Sur les refus d'obtempérer, oui. Voilà, mais l'Allemand est beaucoup plus discipliné que le Français. Il y a beaucoup moins de refus d'obtempérer en Allemagne qu'en France. Je ne suis pas certain qu'il y en ait moins, Olivier. Il faudra regarder les chiffres. Il n'y en a pas moins, mais bon. Je ne suis pas certain qu'il y en ait moins, mais bon. Après, moi, je me suis fait braquer par la police. Oui. J'ai eu 2 mitraillettes braquées sur moi. J'avais rien fait. Oui. J'étais comme ça. Le seul tort que j'avais la même voiture qu'un... Ah. Oui. Oui. Donc ils cherchaient un délinquant ils ont cru que c'était vous. Quoi. Oui. Ils ont cru que c'était moi, oui. Ils m'ont arrêté. Ça fait une drôle d'impression générale, ouais. Oui. J'étais mal à l'aise vraiment. J'imagine. Après ils se sont rendus compte, mais ils n'ont pas été aimables aussi. Oui. Je peux vous le dire. Bon, ils étaient en colère. Un de leurs copains venait de se faire écraser. Oui. Ça, on comprend la colère aussi, Olivier. Mais je comprends parce qu'on parle de Naël. Il y a quand même eu 23 policiers morts en service depuis le début de l'année. On n'en parle pas. Policiers et gendarmes. Hein. Oui, mais on n'en parle pas. Là, le policier qui s'est fait traîner sur 30 mètres à Grenoble il y a quelques jours, c'est vrai. On n'en parle pas. Si, on en a parlé ici. Oui. Pas beaucoup. Hein. Moi, j'en ai parlé ici. À Naël, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Mais Naël, on en a beaucoup parlé sur le coup, mais on en a beaucoup parlé ensuite parce que ça a provoqué ce que ça a provoqué. Hein, mais c'est que mais enfin, vous savez, là, les jeunes, ils sont à l'affût de la moindre occasion pour aller piller et casser.
Alors ça, vous soulevez un problème. Pourquoi tout à coup ce déchaînement collectif de violence? Mais parce que les gens, ils n'ont pas d'argent, ils ont besoin, ils vont voler. Vous avez vu, il y en a, il a volé du saumon, il a volé de la manger. Oui. Mais oui, tout ce qu'il trouve sous la main. Tout ce qu'il trouve, tout ce qui peut se négocier, se revendre. C'est parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Oui, mais Olivier, dites-vous bien que dans les jeunes qui ont volé, il n'y a pas que des jeunes qui venaient des quartiers difficiles, il y a aussi des jeunes qui bossaient, des jeunes qui venaient de quartiers beaucoup moins difficiles et qui ont profité de l'opportunité. Oui, mais que va faire la justice avec les jeunes qui ont été arrêtés? Alors la justice, il y a déjà des comparutions immédiates nombreuses, Olivier, et les peines sont assez sévères. C'est pas à la hauteur, c'est pas la peine. Moi, c'est pas la peine. Vous savez, j'ai fréquenté des jeunes qui travaillent avec moi. Mon patron prenait beaucoup de cas sociaux. Quand le jeune il vous dit c'est mieux en prison que chez moi, c'est pas une punition, quoi. Oui. C'est pas une punition. Il y a des jeunes qui pensent, vous avez raison, qui pensent que la prison c'est bien, quoi. Et puis il monte en grade. Dès qu'il a été en prison, par rapport à ses copains, il monte en grade. Ouais, tu comprends, il était en prison, lui, alors respect. Non, moi, ça c'est pas faux. Je peux pas le supporter. Mais par contre, si on le faisait payer, alors je vais être méchant dans ce que je dis, je prends Marseille par exemple, il y a je sais pas combien de millions de dégâts, on a arrêté une quantité de gens, et ben on leur dit voilà la facture, on la divise par le nombre et c'est pour vous, et on vous enlève tout. Vous savez, j'ai mon beau-frère qui était CPE dans un lycée de 1200 élèves. Oui. Et il m'a dit si tu laisses s'envenimer les choses, tu es mort. Parce que de deux qui se battent, ça finit par 200 qui se battent. Alors il m'a dit, c'est même, je le prends, je l'exclus du lycée, je fais une chose interdite. Quand il est foutu dehors, j'appelle la caisse d'allocation familiale, je fais un courrier et je dis qu'il est plus scolarisé. Automatiquement, il n'y a plus d'allocation familiale. Et il me dit, je te garantis... Enfin, déscolariser un enfant, Olivier, ça conduit à un adolescent, cet enfant, vous le mettez où? Dans la rue? Et Olivier, ça dure pas. Non, ça dure pas. Je vous explique justement parce que 3 semaines après, les parents reviennent parce qu'ils touchent plus les allocations familiales et ils demandent à ce qu'ils soient réintégrés. Par contre, il se tient carreau. Il me dit, il se tient carreau. Quand les parents sont là et quand les parents ne sont pas de familles décomposées et ne sont pas perdus devant leur ado et n'ont plus aucune réponse à apporter à leur fils ou à leur fille. Sociale, malheureusement, tous oui. C'est très compliqué, Olivier. Il n'allait pas à l'école, Naël. Il était scolarisé, mais il n'y était pas à l'école. Donc les parents touchaient des allocations. Non, pas les parents, il est fils unique. Il était fils unique. C'est pas, oui. Bien, Olivier, merci. C'est pas pareil, il était fils unique. Famille décomposée, là encore. Hein. Famille décomposée, oui. Alors, il y a quand même quelques chiffres intéressants. Il faut savoir que 26% des gens qui vivent dans les quartiers dits sensibles ont un sentiment d'insécurité. C'est 10% au niveau national. C'est-à-dire que on a besoin de sécurité et de présence policière dans les quartiers dits sensibles, comme partout en France, mais de manière tout à fait différente. Moi, j'étais pas sur la ligne de Sarkozy à l'époque. Les îlotiers, c'est très bien. La police de proximité, c'est très bien. Il faut la remettre à un bon niveau. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que les allocations familiales qu'on pourrait suspendre en cas de toute manière, c'est une mauvaise idée. Parce qu'on ne pousse pas sur la tête de quelqu'un qui est en train de couler. Ça ne sert à rien. On peut avoir un accompagnement. C'est intéressant d'avoir cet avis d'un maire, les Républicains. Tout à fait. Parce que c'est une proposition des Républicains. Oui, simplement, c'est que moi, je suis un maire de terrain. Je connais la vie des gens. Et qu'on peut affirmer des valeurs, être très fort sur les valeurs, mais il faut changer le logiciel parce qu'on est complètement à côté. Alors là, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites, et je fais une petite parenthèse. Les maires, plus que jamais, qui sont en première ligne. On a vu ce qui s'est passé à Les Roses ou ailleurs, d'ailleurs. Les maires en première ligne, écoutons les maires plus souvent, qui sont des élus de terrain, qui sont au courant de ce qui se passe dans les communes. Exactement. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire, Adrien Chloé? Mais j'entendais dans l'intervention de l'auditeur avant, quand même un fil rouge, on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais un fil rouge, c'est que la condition du calme, dans un endroit quel qu'il soit, en quartier populaire, mais comme ailleurs, c'est le sentiment de justice. Et qu'en fait, le sentiment d'injustice est un déclencheur de plein de comportements que tout le monde réprouve localement, et parfois y compris ceux qui s'y adonnent, qui le regrettent le lendemain. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Moi, il me semble qu'il faut agir à la fois
sur la confiance dans les institutions. Et ça, la confiance, ça veut dire mettre en place une institution indépendante sur les violences policières à la place de l'IGPN. Ça veut dire avoir une commission vérité qui fait le point sur les décès qui s'ensuivent, qui sont liés à la suspicion. Vous jetez la suspicion sur l'IGPN. Disons clairement les choses. Mais vous ne croyez pas à l'impartialité de l'IGPN. Je ne crois à aucun corps constitué qui se contrôle lui-même. Oui. Jamais, dans aucune profession, dans aucune corporation. Et pas plus et pas moins la police qu'un autre métier. Et d'ailleurs, on remarquera bien que partout en Europe, c'est la norme. Mais la politique se contrôle elle-même, non? Non, il y a des électeurs. Oui. Et puis la haute autorité, non? Oui, il y a des électeurs, donc c'est important. Non, alors là-dessus, je me permets de rien. Oui. Alors attendez. Il est déjà 11h32. Je suis un peu en retard. Ne vous inquiétez pas, on va reprendre ce débat tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien. Nous allons parler de responsabilité, nous allons revenir à notre sujet. Pendant la pub, je parlais à nos deux intervenants et je leur disais, quand même, il y a des politiques, des responsables politiques qui ont mis un peu d'huile, qui ont mis de l'huile sur le feu. Alors à gauche, Adrien Clouet, Jean-Luc Mélenchon, lorsque Jean-Luc Mélenchon refuse d'appeler au calme, et lorsqu'il dit « j'appelle à la justice », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il jette la suspicion sur le travail de la justice qui est en cours. Mais ça, c'est ce que ça... Mais bien sûr que non. La justice, c'est pas une institution. La justice, elle est sociale dans le pays. C'est un ensemble de politiques. Après, on peut faire deux choses différentes. Soit on s'agite sur la chaise en sautant comme un cabri, en disant calmez-vous. Non, mais c'est une première hypothèse. Pourquoi pas? On peut faire ça. Mais dans ce cas-là, vous pouvez pas nous dire en même temps les gens vous écoutent pas. Parce que si vous considérez qu'ils nous écoutent pas, ça sert à rien qu'on les appelle au calme. Deuxièmement, en revanche, on peut aussi se dire que le calme, c'est quelque chose qui se construit et pas qui se décrète. La justice. Vous savez pourquoi? Moi je sais, j'ai un programme politique. Bien sûr. Vous savez pourquoi Jean-Luc Mélenchon le fait? Pour des raisons purement politiciennes, pour être entendu dans les quartiers et pour, lors des prochaines élections, obtenir plus de votes dans ces quartiers. Bah écoutez, ne soyez... Vous savez, Adrien Clouet. Premièrement, on a fait déjà des très bons scores dans ces quartiers, donc on n'a pas besoin de ça. Premièrement, on n'a pas besoin de ça pour faire des bons scores dans ces quartiers. Parce que la preuve, on les a déjà fait la dernière fois sans ça. Entretenir son électorat. Non, mais c'est pas vrai ça. Et puis, non, mais vous pouvez pas dire ça parce que vous pouvez pas dire à la fois que les gens sont hostiles, et ce qui est vrai, aux dégradations, parce que ça leur nuit. Il y a des gens, ils n'ont pas dormi. Les premières victimes, ce sont ceux qui habitent dans les quartiers toute la nuit, etc. Donc il y a plein de gens qui en ont souffert de ça. Oui. Donc s'ils en souffrent, on peut pas dire que le non-appel au calme serait pour eux. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, le propos n'est pas cohérent là-dessus. Donc dire qu'on veut la justice, c'est dire qu'on veut les conditions du retour au calme. Le calme, c'est pas quelque chose qui se décrète. Oui. C'est pas en le proclamant que ça revient. En revanche, c'est juste un appel d'ailleurs. C'est en disant aux personnes qui résident que nous, notre lutte politique, elle est sur l'égalité. Elle est sur le rétablissement du confiance dans les institutions, elle est sur le contrôle démocratique de la police. C'est en disant ça qu'on rétablit les conditions du calme. Mais alors au lieu, si vous aviez dit appel au calme, mais en même temps, appel au calme, mais en même temps, nous demandons à revoir le fonctionnement de l'IGPN, à le rendre plus indépendant, nous demandons un changement de la loi, l'abrogation de la loi, parallèlement à ça, alors, pardonnez-moi, mais ça aurait été peut-être entendu différemment. Et de l'autre côté, quand M. Messia lance une cagnotte pour aider la famille, parce qu'il a bien intelligemment dit pour aider la famille et non pas pour soutenir le policier. Non, attention, pareil. Il écrit pour le soutenir dans le texte de la pétition. Si vous lisez bien la dernière phrase, c'est bien pour le soutenir lui et non pas la famille. Eh bien ça, c'est aussi mettre de l'huile sur le feu, évidemment. Et c'est fait à des fins politiciennes, évidemment. Il est plus compliqué. Les politiques, parfois, se jouent de la situation. Il est plus compliqué d'expliquer qu'il y a une procédure judiciaire, qu'il y a la présomption d'innocence, même si c'est difficile à entendre, qu'il faudra du temps, mais que les politiques, les parlementaires seront vigilants à ce que la justice se déroule tout à fait normalement. C'est plus compliqué à expliquer que de dire « je veux la justice ». Et c'est plus... Et il y a des termes qui sont utilisés parce que vous avez parlé de certaines choses, mais par exemple, Jean-Luc Mélenchon parle de révolte et pas d'émeute. Oui, la dialectique est importante, c'est-à-dire que révolte, il y a un côté un peu noble à la chose. C'est le réveil du peuple. Mais enfin, Alma Dufour, votre collègue, a même dit les violences urbaines sont légitimes pour obtenir une révision des règles de la légitime défense. Attendez, les violences urbaines sont légitimes ou pas? Est-ce qu'elles sont légitimes? Je vous pose la question. Visiblement, de la part du gouvernement, oui, puisque c'est que sous ces conditions-là qu'ils ont lâché 10 milliards aux Gilets jaunes. Oui, mais c'est important. Elles sont légitimes important de comprendre. Les violences sont légitimes.
Alors les violences, non, mais personne n'a jamais soutenu de violence. Une violence, c'est clair, c'est un acte commis sur une personne. Donc les violences ne le sont pas. Les violences, je lis son texte. Elle est députée, LFI. Oui, tout à fait. Je l'ai reçue, elle est très sympathique, je l'aime beaucoup. Mais là, elle a écrit les violences urbaines sont légitimes. Oui, parce qu'elle décrit la situation dans ce pays où on en est réduit. C'est-à-dire que quand même, il faut bien comprendre que depuis 8 mois, vous avez des manifestations pacifiques dans tous les sens, sur la question écologique, sur la question des retraites. Il n'y a rien eu de lâché par le pouvoir face à ça. Les seuls qui ont obtenu la moindre chose, depuis maintenant quelques années, c'est les Gilets jaunes, et au terme, d'ailleurs, de dégradation sur la voie publique. Donc c'est quand même clairement comme ça que ça se passe, et on le déplore, mais c'est comme ça que ça se passe dans ce pays malheureusement depuis quelques années. Oui, c'est le seul moment où le pouvoir lâche quoi que ce soit. Pardonnez-moi de vous dire que c'est pas qu'en France, c'est dans le monde partout, c'est pareil. Non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de pays démocratiques, les manifestations sont entendues, conduisent à des compromis politiques, conduisent à des concessions. On parle souvent de l'Allemagne, mais en réalité, même l'Espagne. C'est une vision de la politique que moi je partage pas là-dessus, c'est-à-dire que une espèce de lutte où on obtient des choses. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Vous votez le budget avec vos collègues, alors vous êtes dans l'opposition. Non. Enfin, on n'a pas le droit de le voter. Vous ne votez pas. On n'a pas le droit de le voter. Mais en général, vous ne votez pas. Vous le votez en général. Il n'y a pas eu de vote. Vous ne le votez pas. C'est le principe de base, d'accord. Le 49.3, c'est mais vous avez raison de souligner que le principe démocratique de base n'existe plus en 5e République. Moi, je suis un républicain, donc effectivement. Simplement, l'État a aussi un regard attentif à l'argent qu'on y met. Attendez, je ne dis pas que l'État n'est pas responsable aussi. Non, mais la rénovation urbaine, ils ont mis de l'argent à un moment donné où ils sentaient qu'il y en avait besoin il y a déjà 2-3 ans. Même si dans le même temps, le gouvernement Macron a modifié les modalités financières des offices HLM, qui a posé beaucoup de problèmes, qui est aussi annexé sur le livret A. Vous savez que le livret A a augmenté, donc ça coûte plus cher aux offices HLM, donc on fait moins de travaux dans les bâtiments, dans les logements sociaux. Il y a de plus en plus d'argent sur les livrets A. C'est paradoxal. C'est une folie. Pour financer des logements sociaux, et on construit moins de logements sociaux. Et la réforme de la RLS, etc., ça impacte à Dreux. On a un office HLM, 5400 logements. Le livret A, le RLS, tout réunifié, c'est plus d'1 million d'euros qu'on a perdu par an. 1,5 million à vitesse de croisière. 1,5 million, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est des centaines de chaudières individuelles chez les gens, par exemple. Ou des fenêtres, ou des milliers de fenêtres, voilà. Bien, encore Jean-Luc Mélenchon, je vous le dis, puisque vous êtes son représentant ici, lorsqu'il dit « Les riches, les puissants se sont ensauvagés car ils ne veulent plus vivre avec les autres ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce pays, lorsque vous vivez en quartier populaire, on met 6 000 euros par an sur la table pour vos services publics. Quand vous vivez dans une zone bourgeoise ou privilégiée, c'est 6 500 euros. Voilà ce que ça veut dire. On est arrivé au moment où dans ce pays, non seulement les riches ne payent plus d'impôts, mais en plus ils reçoivent plus d'argent public que les plus pauvres. Cette situation, elle est anormale et elle crée ce qui se passe là. Il y a plus de policiers dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres. Alors, je vais vous donner un chiffre. Est-ce que c'est vrai, Adrien ? Je vais vous donner un chiffre. Non, on est en ZRR. Donc nous, on est c'est quoi, le ZRR la zone de reconquête républicaine. Donc on a un surplus de policiers. Alors c'était les ZEP avant. Peu importe, on change le logo, c'est comment ça marche. C'est pas vrai à Dreux parce qu'on est dans un dispositif particulier. Mais la Cour des comptes, ce sont des gens sérieux, explique qu'entre 2010 et 2020, l'augmentation globale des effectifs de force de l'ordre, c'est de 1%. Et de 1%. Donc il y a aussi un mensonge là-dessus. Les 10 000 de plus annoncés par Borne, etc., ce n'est pas le cas. C'est 1% d'augmentation des effectifs en 10 ans. Bon, c'est vrai, mais on met... là encore, il y a un paradoxe. On met de plus en plus d'argent dans les banlieues. C'est vrai, c'est vrai, globalement c'est vrai. Globalement c'est vrai. Indéniable. Et en même temps, il y a de moins en moins de services publics. Alors il faudra que je comprenne. Oui, alors... vous me disiez, cet argent, c'est essentiellement pour le logement. La rénovation, le logement, l'économie, les voiries, les transports. C'est important, la rénovation. Non, mais c'est important, mais après... Autant l'État a mis beaucoup d'argent depuis 20 ans dans l'ANRU, c'est vrai. Autant la politique interne de l'ANRU a beaucoup fluctué. Par exemple, chez nous, dans l'ANRU 1, la première rénovation, on nous demandait, quand on démolissait un immeuble, de reconstruire sur site. C'est-à-dire qu'il fallait reconstruire sur le quartier. Aujourd'hui, c'est complètement interdit. Il faut construire hors site. Donc des fois, on ne fait pas confiance aux maires et on devrait laisser de souplesse aux maires qui connaissent parfaitement le terrain. Alors, je me suis tourné vers notre député LFI, mais je me tourne vers vous, parce que dans votre parti, on y va aussi allègrement. Éric Ciotti, il fallait que la République montre sa force face à cette barbarie qui s'est déchaînée. J'aime pas trop l'emploi. Non, excusez-moi, c'est ridicule.
Je vous le dis, c'est ridicule. Vous dites que vous êtes républicain. Non, mais je suis républicain, mais parce que quand on connaît le terrain, quand on connaît la vie des gens, c'est ce côté un peu bravache, un côté machin, c'est ridicule parce que c'est pas la réalité du terrain. Et lorsqu'il parle de dégâts de l'immigration de masse, je vois pas en quoi l'immigration vient jouer un rôle dans cette affaire. Ce sont des Français. On parle de gens qui sont français, qui sont de la 3e, 4e génération. Oui. Si vous avez des visions. Quand je parlais de logiciels à dépoussiérer, dire c'est des immigrés, des machins. Non, leurs parents, leurs grands-parents sont nés en France. C'est terminé, ça. Ils sont français. Mais il faut-il que nous aussi, on change notre vision sur ces populations-là, parce que certains, et même dans l'État, ont du mal à apprécier la bonne qualité de ces personnes. Alors, puisqu'on parle de politique, moi je me souviens ce que disait Jacques Chirac, la violence ne règle jamais rien. Vous êtes d'accord ou pas ? Ah elle ne le règle pas, bien sûr. La violence, c'est un symptôme. La violence légitime peut le régler. Oui, la violence légitime. Il y a une violence légitime. C'est les forces de l'ordre. Bien sûr. Il y a un monopole de la violence par l'État. Vous la reconnaissez, cette violence légitime ? Ah bah oui. De un, je la reconnais, et puis de deux, en manifestation, je la subis. Donc si vous voulez, j'ai du mal à passer à côté. Oui. Mais on va pas même manifester pour ça. Oui. Vous avez de la chance. Venez aux miennes, vous verrez, c'est très sympa. Non, je vous en prie. Oui. Mais bien évidemment qu'il y a un monopole de la violence. Mais la question, c'est pourquoi ce monopole est contesté à certains moments. Qu'est-ce qui conduit à sa contestation ? Et dès lors, on a deux solutions. Soit on trouve que c'est normal et qu'une fois de temps en temps, il faut qu'il y ait un affrontement, ce qui est clairement la politique des provocateurs, notamment au niveau gouvernemental, qui disent tout va revenir comme avant, il y aura à nouveau dans X mois des émeutes parce qu'il va se reproduire un événement similaire. Ou alors on peut se dire, ça montre qu'il y a un problème plus profond dans le manque de réforme des forces policières, dans la doctrine d'emploi de la force, dans la loi qui encadre ça, et donc il faut la réformer. Il n'y a pas que la police dans cette affaire. C'est quand même le point de déclenchement. Oui, enfin, c'est le point, le point de déclenchement. Vous avez raison. Mais enfin, après, c'est l'expression d'un mal vivre, c'est l'expression d'une société plus violente. Vous avez raison, c'est l'expression d'une absence éducative. Non, mais c'est l'expression. Mais parce que la mort de Naël, vous êtes braqué sur la police. Non, la France Insoumise. Non, mais c'est franchement un petit peu quand même. Non, mais c'est pas être braqué. En réalité, on a changé de monde. En l'occurrence, on a changé de monde aujourd'hui. C'est que ce que pouvait faire la police, un peu caché, sans caméra, sans vidéo, sans réseaux sociaux, aujourd'hui, tout est visible, quasiment tout, et le moindre dérapage est vu comme insupportable. Donc il faut sécuriser les policiers dans leur action, les caméras, dans les voitures, qui doivent être systématisées, parce que ça sécurise les policiers dans leur action et ça sécurise les gens qui sont en face. Le citoyen qui est en face. Bien, 11h46, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, Pierre est à Toulouse, en Haute-Garonne. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, allez-y Pierre. Que pensez-vous ? Est-ce que les politiques, quel que soit le bord politique d'ailleurs, est-ce que les politiques sont responsables ? Absolument pas. Je crois que, en fait, on donne beaucoup trop d'importance à M. Mélenchon, que je considère comme, quelque part, n'ayant aucune incidence sur les jeunes. Les jeunes ont des codes. Et aujourd'hui, le code, c'est on touche un flic à ce moment. Enfin, si plutôt un flic touche à un des leurs, automatiquement, ils agissent et en profitent pour faire quelque part leurs courses en démolissant les magasins. Je pense que ces jeunes aujourd'hui, on ne peut pas les comprendre puisqu'ils ne font plus partie de notre société en tant que telle. C'est-à-dire que derrière, ils ne réfléchissent pas comme nous et ils n'ont plus nos codes. Et ça, malheureusement, ce n'est pas en essayant de trouver des solutions, je dirais, d'éducation qu'on va changer ça. Je crois qu'au départ, il faut revenir vraiment en arrière, c'est-à-dire que pour ces jeunes-là, d'après moi, ils sont condamnés, quoi qu'il arrive. Et par contre, la question que l'on doit se poser, c'est, on parle toujours de ces femmes seules, en disant, voilà, ces jeunes sont seuls parce que ce sont des mères isolées. Moi, je crois qu'on devrait quand même crever l'abcès en expliquant quand même que pendant des années, on est contre la polygamie. En la France, la polygamie est interdite. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que toutes ces femmes ont quand même souvent un même mari, c'est-à-dire que ce mari-là a tendance à avoir plusieurs femmes en France, utilise cette forme pour pouvoir toucher des aides qu'on appelle la CAF, etc. Oui. Pierre, je comprends votre raisonnement, et effectivement, ça doit exister. Ça, je suis sûr que ça doit exister. Mais est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez, avant d'affirmer, est-ce que vous savez le nombre parmi tous les jeunes qui ont été interpellés ? Est-ce que vous connaissez le nombre de familles polygames ? Je n'affirme rien. La seule chose, c'est que non, je n'affirme rien. La seule chose que je dis, c'est que ce sujet n'est jamais abordé.
Si vous l'abordez là, vous voyez bien. Aujourd'hui je l'aborde, mais vous voyez quelque part vous allez me dire que quelque part. Non, je vous dis rien, je vous dis simplement, moi je n'ai aucune statistique permettant d'affirmer. Non, mais moi non plus. Mais la seule chose que je dis, c'est que je suis très étonné que systématiquement on dise que ces femmes sont seules à élever leurs enfants. Bon, donc, alors parmi les émeutiers, il n'y a pas non plus que des enfants de familles monoparentales. Hein. Il y a aussi des enfants... C'est ce que j'entends tout le temps au niveau des journalistiques. On entend toujours la même chose. On entend toujours dire « Ah mais vous comprenez, ces jeunes ne peuvent pas... ces femmes n'arrivent pas à gérer leurs propres enfants. » Mais si on ne comprend pourquoi... Il y a aussi des femmes qui ont été abandonnées par leurs compagnons, par leur mari, qui ne sont pas polygames. Hein. Pierre, ça arrive dans notre société, non? Je ne dis pas le contraire, vous avez tout à fait raison. La seule chose que je voudrais, c'est qu'on aborde cette question, parce que derrière, on ne veut pas expliquer qu'il existe en Afrique des gens qui forcément, on accepte la polygamie puisqu'elle existe là-bas, et qu'elle est aujourd'hui, quelque part, elle vient en France, et que personne ne veut aborder ce sujet. Ou on considère, ou on modifie la loi, parce qu'il faut la modifier pour que justement... Et la polygamie est interdite en France, Pierre? Mais je sais qu'elle est interdite. Et pas le polyamour, vous voyez. Oui, pas le polyamour, mais oui, la polygamie. Non, ce que dit Pierre, c'est intéressant. La vraie question, en fait, qu'on peut résumer, c'est quel est le rôle de la CAF dans les contrôles auprès des familles soi-disant monoparentales. Et là, il y a un vrai sujet, je le rejoins là-dessus. Oui, mais c'est un problème de CAF et de contrôle. Voilà. Mais ça, c'est évident, un problème de CAF et de contrôle. Mais relier les... On ne peut pas, on n'a pas de statistiques là-dessus, ça n'existe pas. Donc c'est difficile. Merci Pierre, dans tous les cas, d'évoquer le sujet. Oui, la question que pose l'auditeur ici, c'est de savoir pourquoi il y a des personnes qui sont en difficulté pour interagir avec leur enfant et pour l'éduquer. Ça, c'est une question centrale et importante. Et en l'occurrence, on peut quand même s'intéresser sur ce qui s'est passé justement à la cité Picasso. Puisque ce qu'ont montré les journalistes depuis quelques jours, c'est que les subventions pour les associations d'aide aux parents, notamment aux parents célibataires, avaient été supprimées. Ce qui signifie que donc, il y a eu, dans les années précédentes, ce drame-là, une mise en difficulté, notamment des mères célibataires, des femmes seules, qui, lorsqu'elles travaillent par exemple de nuit, parce qu'on peut se demander pourquoi elle n'est pas là pour s'en occuper le soir. Ben, d'accord, parce qu'elle bosse, en fait. Parce que pour plusieurs de ces femmes ont un travail qui soit prend le week-end, soit prend la soirée, soit prend la nuit. Et donc, elles ne sont pas là le soir au dîner. Je ne sais pas si M. Macron veut venir lui-même faire la soupe et nourrir les gamins, mais enfin, peut-être que la réponse, elle est dans la manière dont on permet d'avoir du temps familial disponible pour s'occuper des enfants. Et ce n'est pas le cas. On a, avec des bas revenus, des femmes qui font aussi des heures sup, qui en font 10, 12 par semaine des heures sup. En réalité, parfois, elles les déclarent, et lorsqu'on atteint le quota maximum, elles ne peuvent plus les déclarer parce que l'employeur ne veut plus. Pour optimiser tout ça. Donc, en fait, on a cette difficulté de gens qui tentent de survivre et de s'en sortir. Et ben oui, lorsqu'on tente de s'en sortir et qu'on bosse 50 heures semaine, on n'a pas le temps de voir son gosse. Les réponses, c'est pas d'un coup de baguette magique, tout à coup, qu'on va... c'est un travail de longue haleine. Là, il faut engager un travail. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Nous verrons ce qu'il fera et ce qu'il proposera. Et nous critiquerons s'il faut et nous approuverons s'il faut. Mais c'est un travail de longue haleine, là. C'est un travail de longue haleine. On ne peut pas dire il n'y aura plus d'émeutes, c'est fini. On ne peut pas jouer petit bras. On ne peut pas jouer avec les mêmes règles du jeu avec lesquelles on a joué jusque-là. Il faut revoir toute cette doctrine, ce logiciel. Et surtout, il faut faire confiance aux gens de terrain. Quand on impose une règle générale pour toutes les mairies de France et tous les territoires de France depuis Paris, ça a du mal à fonctionner. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, ça a du mal à fonctionner. Plus de liberté aux collectivités locales. Je peux donner un exemple, Jean-Jacques, vous allez comprendre tout de suite. Dans l'ANRU 1, on avait une règle très simple, c'est que quand on faisait des économies sur l'enveloppe financière des opérations, on pouvait redéployer avec l'accord du préfet, dans le département, 50% de cette enveloppe d'économie. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Il faut tout remonter à Paris. Pour une nouvelle opération, comment dans le quartier. Tiens, on va refaire des jeux pour les enfants, on va faire une épicerie sociale. Peu importe, vous voyez, des choses pour le quartier. Et avec l'accord du préfet à l'époque, 50% de ces enveloppes pouvaient être redéployées directement et ça prenait 15 jours et c'est fini. Vous voyez, il faut faire confiance au préfet, au maire, nous sommes des gens sérieux et on utilise l'argent au mieux. Adrien Chloé. Moi, ce qui m'a peut-être le plus choqué dans l'ensemble des événements, c'est l'absence de tout ministre ou de tout élu de la majorité à la marche pour Naël. Parce qu'en fait, je pense que dès le début des événements,
on avait la capacité de dire, on entend, on a bien vu ce qui s'est passé, on trouve ça d'ailleurs inexcusable, inacceptable, et il fallait le montrer. Et c'est important. C'est ça qui est inacceptable. D'ailleurs, ça lui a été reproché. Mais c'est justement là la contradiction. Non, mais c'est là la contradiction. Il le dit et ça lui est reproché. Si à la marche blanche, un ministre était venu, ça aurait été catastrophique. Il y aurait des problèmes de sécurité publique. Et surtout, c'est que le ministre. Est-ce que c'est la place de politique d'être à la marche blanche? Oui, je pose franchement la question. Tout à fait. Pourquoi? Moi, je pense que ça l'est. Pour montrer qu'on entend et qu'on est d'accord avec. Non, mais c'est important. Vous savez, quand il y a quand il y a un public qui est en souffrance, qui a le sentiment d'être maltraité, qui a le sentiment que ce qui est arrivé à cet enfant pouvait arriver au sien, c'est important de dire on entend ce que vous dites et on est avec vous. Parce que c'est ça qui fait baisser la tension aussi tout de suite. L'a dit, et la marche blanche, c'est un moment de recueillement avec la famille d'abord. La famille d'abord. On peut se recueillir par les amis aussi quand même. Mais on a un rôle de responsable politique et je pense pas que ce soit leur place. Déjà, le président était déjà très loin dans ses déclarations, on lui a reproché. Ça a été reproché. Mais moi, je peux vous dire que c'est ce que j'entends le plus dans ma circonscription. Lorsqu'on discute avec les gens là-dessus, ils disent comment ça se fait qu'ils n'aient pas partagé ce moment d'affliction et de tristesse dès le début. Ça peut être parce que c'est pas leur place, c'est pas leur rôle. Bien, merci messieurs. On va pas résoudre le problème ici, c'est évident. Mais au moins on débat et on essaie de réfléchir parce que c'est quand même important dans la vie de réfléchir. Il est 11h57. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Nous allons. Juste après, je vous incite à rester avec nous parce que nous allons recevoir 2 femmes de Sarcelles. Vous savez qu'elles ont pris une initiative à Sarcelles. Elles s'installent à la terrasse des cafés. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une façon de reconquérir les cafés. Quand on est une femme seule, parfois on hésite à s'installer à la terrasse d'un café dans certains quartiers ou dans certaines villes ou n'importe où d'ailleurs. C'est votre cas ou pas ? Dites-nous 0826 300 300.